État de création récente, le Pakistan occupe un territoire riche d'une histoire millénaire. Aussi, quand la police y intercepte en l'an 2000 la momie d'une mystérieuse princesse perse, la nouvelle fait le tour du monde. Mon rêve se réalisait. Mais cette découverte spectaculaire n'est qu'une contrefaçon. Qui est la défunte momifiée? Et qui sont les faussaires? Les revenus du trafic d'objets d'art occupent la 3e place à l'échelon mondial, après ceux de la drogue et des armes. Michael Bauerman, profileur, et Jennifer Chevardo, historienne, vont remonter la piste des criminels et dévoiler leurs agissements à l'aide de technologies de pointe. Plus de 10 ans après l'affaire, des zones d'ombre subsistent encore dans le dossier de la fausse momie perse. Michael, je voudrais te montrer quelque chose. Cette vidéo montre la découverte de la momie. C'était un événement. Regarde tous ces journalistes. La momie est découverte en octobre 2000 à Quetta, dans l'ouest du Pakistan. À en croire l'inscription figurant sur sa poitrine, il s'agirait d'une princesse, une fille du souverain perse Xerxès Ier, mort au 5e siècle avant notre ère. Les archéologues pensaient jusqu'alors que seuls les Égyptiens de l'Antiquité momifiaient leurs souverains. Cette pièce exceptionnelle a été saisie juste avant que des trafiquants la fassent sortir du pays. L'officier de police Raja Umar Khattab se souvient. Un informateur nous a signalé qu'une momie allait passer la frontière. Nous l'avons donc confisquée. Divers examens scientifiques révèlent sa véritable nature. La momie était un faux, tout comme le sarcophage. Des chercheurs de l'université d'Erlangen en Bavière déterminent l'âge de la momie au carbone 14 sur la base d'échantillons prélevés au Pakistan. Le résultat est surprenant. Elle n'a pas 3 millénaires, mais tout au plus 3 ans. Gut, danke schön. Karachi se trouve dans le sud du pays, sur la côte de l'océan Indien. C'est l'une des métropoles les plus peuplées au monde. Quelques 13 millions d'habitants s'entassent dans la ville, pratiquement le double si l'on compte sa périphérie. Impossible d'obtenir des chiffres plus précis, le dernier recensement remontant à la fin des années 1990. C'est à Karachi qu'a pris fin la mystification de la prétendue princesse perse. Ce sera le point de départ de son enquête. À une trentaine de kilomètres à l'est de la ville, entre banlieue pauvre et bidonville, se trouve le cimetière de Shawkandi. Un site de 5 km² dont les tombes les plus anciennes datent de plusieurs siècles. On ignore l'époque exacte de leur construction, car elle ne porte aucune date, comme c'est la coutume dans l'islam. Il s'agit de sépultures familiales, prenant souvent la forme de pyramides en grès. Leurs ornements ont à l'évidence inspiré les contrefacteurs. Le Pakistan a proposé l'inscription de ce lieu chargé d'histoire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les tombes monumentales et ouvragées abritent les dépouilles des riches défunts. Les blocs de roches empilés grossièrement, celles des plus pauvres. Le cimetière sert encore aujourd'hui.
Michael Bauermann sait que le corps transformé en momie a initialement été inhumé ici, mais la police ignore où exactement. Un gardien du cimetière croit savoir que le cadavre, anonyme à son arrivée, n'a jamais pu être identifié. La police a bien ouvert une enquête pour meurtre, l'examen de la momie ayant révélé que l'inconnu était décédé récemment. Mais sans résultat. Seuls les contrebandiers ont pu être arrêtés. Il n'a pas été possible de confondre les vrais coupables, c'est-à-dire les faussaires. Au bout de quelques mois, les investigations ont été interrompues car les fonctionnaires de police avaient suffisamment à faire par ailleurs. On recense en moyenne 4 meurtres par jour à Karachi. Michael Bauermann se rend à présent au Musée national du Pakistan dans le centre-ville. Cette institution abrite des collections impressionnantes. Les services du musée examinent toute découverte archéologique d'importance nationale faite au Pakistan. Ils étudient aussi les pièces de contrebande ou le butin des pilleurs de tombes saisis par la police. De la civilisation de l'Indus à nos jours, en passant par le règne d'Alexandre le Grand, le musée recèle des trésors issus d'époques variées qui reflètent l'histoire culturelle du pays. Michael Bauermann a rendez-vous avec le directeur, Muhammad Shabukhari. Bienvenue au Musée national du Pakistan. Avez-vous ici des restes de cette momie perse? Oui, elle a été confiée à notre musée en l'an 2000, après sa saisie par la police. Elle est donc ici? Oui. On peut la voir? Pourquoi pas, si vous le souhaitez. La momie est stockée dans une réserve du musée le long d'une de ses cours intérieures. Son sarcophage de bois, très massif, pèse 300 kilos. Sa surface est couverte de caractères cunéiformes et de symboles perses. Michael Bauermann compare ces motifs aux ornements retrouvés à Persépolis, l'ancienne capitale de l'Empire perse. Darius Ier a fondé la métropole au VIe siècle avant notre ère et son fils Xerxès Ier a poursuivi son œuvre de bâtisseur. Une terrasse monumentale de 300 mètres sur 500 environ porte tout un complexe de palais et de bâtiments officiels. C'est là qu'ont grandi les enfants de Xerxès, dont la prétendue princesse perse momifiée. Le palais des 100 colonnes et l'Apadana, salle d'audience de 20 mètres de haut, étaient déjà célèbres dans l'Antiquité. Asma Ibrahim, conservatrice du musée, a examiné la momie au moment de sa découverte. Nous avons ouvert le sarcophage et j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu la momie. Au premier abord, il était impossible de détecter qu'il s'agissait d'un faux. Et je n'aurais pas su dire si elle était perse ou égyptienne. Mais c'était un grand rêve qui se réalisait pour moi.
Très vite, cependant, l'historienne de l'art repère des incohérences. Plusieurs éléments du sarcophage ne semblaient pas dater de l'Antiquité. La représentation de la divinité, Ahura Mazda, était truffée d'erreurs. Regardez sa barbe. Elle ne devrait pas être comme ça. La tête devrait être tournée dans l'autre sens. La bouche ici n'est pas conforme à la tradition non plus. Tout cela prouvait qu'il s'agissait d'un faux. À l'intérieur du sarcophage de bois se trouve un second sarcophage en pierre, comme ceux de l'Égypte antique. Il est couvert de caractères cunéiformes. Son couvercle a été endommagé lors de l'extraction de la momie. Les ossements de la défunte ont été inhumés, mais les bandelettes qui l'entouraient ont été conservées au musée dans un caisson en bois garni de métal pour une conservation optimale. Michael Bauermann se protège, car cette enveloppe peut contenir des germes et des moisissures dangereuses. La femme embaumée venait de mourir. Elle avait la colonne vertébrale et la nuque brisée, sans que l'on puisse savoir si cette fracture était antérieure ou postérieure à sa momification. L'enquêteur veut en savoir plus, notamment sur les faussaires. De quelles connaissances disposaient-ils? Et leur travail de contrefaçon est-il de bonne qualité? Michael Bauermann espère trouver des informations supplémentaires sur la mystérieuse princesse perse à l'hôpital universitaire Aga Khan, un peu à l'écart du centre de Karachi. La momie a été transportée ici pour examen en novembre 2000. Zafar Jamil s'en souvient parfaitement. Notre radiologue, le docteur Jeffries, nous a demandé d'examiner une momie en provenance du musée national. Elle est arrivée tard le soir, voire dans la nuit. On l'a scannée de la tête aux pieds, ce qui a pris un peu de temps, car à l'époque, on n'avait qu'un scanner à acquisition séquentielle. Ces images vont permettre de cerner le degré d'expertise des faussaires. Jennifer Chevardo, qui vient de les recevoir, se rend au centre de médecine évolutionniste de Zurich. Elle veut comparer la technique de momification employée à celle des Égyptiens de l'Antiquité. La plus ancienne momie égyptienne jamais retrouvée est vieille de plus de 5000 ans. Les Égyptiens tenaient à ce que les corps soient conservés pour l'éternité. La momification devait notamment rendre divin le pharaon décédé, mais la dépouille des simples citoyens était également embaumée. Les rituels funéraires étaient accomplis par des prêtres. Frank Rulli de l'université de Zurich
est l'un des très rares scientifiques qui ont étudié en détail les techniques de momification. Il a lui-même momifié des tissus humains à des fins d'expérimentation et est donc à même d'analyser précisément les contrefaçons. Professeur Rulli, merci de me recevoir. Pouvez-vous m'expliquer la technique de momification des Égyptiens? Plusieurs procédés se sont succédés au fil des siècles, mais les grandes étapes étaient les suivantes. On commençait par ouvrir le corps pour ôter les organes internes, les intestins, le foie et ainsi de suite. On enlevait aussi une partie du cerveau. Puis le corps passait dans une solution salée pour être déshydraté. On employait ensuite des substances d'embaumement, des huiles, des résines et des bitumes. Le corps était enduit de ces différents produits, puis rempli, et enfin entouré de bandelettes permettant de préserver la forme de la momie. Le chercheur présente à Jennifer Chevardo les substances contribuant à la conservation du corps embaumé. Je peux? Ce sont des substances courantes qu'on peut acheter n'importe où. Oui, on les trouverait sans doute au supermarché ou dans un magasin de bricolage. Franck Rulli étudie le scanner de la princesse perse pour comprendre comment ont procédé les faussaires. La coupe transversale du haut du corps est instructive. Notre faussaire s'y connaissait? Oui, la momification a été réalisée d'une façon très proche de la tradition antique égyptienne. On voit que les faussaires ont repris les principales étapes du processus. Ils ont ôté les organes internes, rempli les cavités corporelles d'une substance quelconque et entouré le corps de bandelettes. Ces trois composantes sont bien présentes. Pour réaliser une fausse momie, faut-il nécessairement le concours d'un expert? Il me semble indispensable d'avoir de bonnes notions d'anatomie et de connaître les techniques antiques de momification. Je doute qu'on puisse faire appel à un profane pour embaumer un cadavre. Si on veut réaliser un faux de bonne qualité, susceptible de tromper son monde, il faut disposer de connaissances très pointues. J'ai autre chose à vous montrer. Cette vidéo qu'on peut trouver sur Internet montre soi-disant la momie d'un roi perse vieille de 3000 ans. Mais elle est étrange. C'est une momie, à votre avis? C'est exact, elle est curieuse. Les yeux d'abord, mais aussi l'amulette. Et il est étonnant que les tissus mous soient aussi bien conservés. On dirait plutôt un cadavre récent. On a déjà essayé de vous fourguer des faux? Oui, on m'a proposé des momies à l'origine incertaine. J'ai soupçonné qu'il s'agissait de contrefaçons contemporaines. Qui étaient les vendeurs? Comme dans votre affaire, ce sont des individus du Proche-Orient qui m'avaient contacté. J'ai refusé, car la provenance de la momie me semblait très douteuse. À votre avis, d'où viennent les cadavres? Difficile à dire. Dans certaines contrées, on peut imaginer que des indélicats repèrent les défunts qui ne sont pas réclamés par leurs proches et les embaument. Ça paraît inimaginable chez nous, mais c'est peut-être possible ailleurs dans le monde. Jennifer Chevardo rentre de Zurich avec une information déterminante. Parmi les faussaires se trouvaient forcément un médecin et un égyptologue. C'est une première piste pour identifier les coupables. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts et il est temps de faire le point. Pour l'heure, les résultats sont quelque peu contradictoires. La momification semble avoir été réalisée dans les règles de l'art, mais pas le sarcophage. Michael Bauerman a rapporté du Pakistan des échantillons d'or qui livreront peut-être d'autres indices. Direction l'Institut d'archéométrie Kurt Engelhorn de Mannheim.
Le professeur Ernst Pernitzka est spécialisé dans la datation des œuvres d'art et des matériaux comme l'or. Un appareil spécial permet de procéder à des micro-prélèvements par ablation laser. Il suffit d'un minuscule fragment de matériau pour déterminer sa composition exacte. L'or ancien n'étant jamais pur, il comprend en effet des éléments chimiques sous forme de traces qui sont caractéristiques de son époque d'extraction et permettent de le dater. Un rayon laser effleure la surface de l'échantillon et en détache d'infimes particules. La matière prélevée est ionisée, c'est-à-dire que ses atomes sont coupés les uns des autres. Chaque atome est ensuite détecté et analysé. Cette procédure permet d'identifier les différents éléments présents et leur concentration. Pour Michael Bauermann, il est important de savoir si les faussaires ont utilisé de l'or ancien pour dissimuler la falsification. Si c'est le cas, il s'agit de vrais professionnels. Voici le diagramme résultant de l'analyse. En abscisse, vous avez la liste des éléments étudiés. Regardez ce que ça donne pour les éléments traces. La composition est typique de l'or pur moderne. Les parts de cuivre et d'argent sont un peu plus élevées. Cela vient peut-être du lieu d'approvisionnement. Je ne peux pas le prouver, mais je peux vous dire avec une quasi-certitude qu'il s'agit d'or d'aujourd'hui. D'où pourrait-il provenir? On peut acheter de l'or en lingots, mais aussi sous forme de fil ou de granules chez un vendeur de produits chimiques. Pour réaliser une contrefaçon, on pourrait envisager aussi de fondre des pièces d'or de l'époque romaine. Mais les éléments traces que l'on a retrouvés me font pencher pour un or contemporain. Les faussaires ne se sont pas donné beaucoup de mal pour l'or, signe peut-être qu'ils agissaient pour un vendeur à la réputation déjà établie. Michael Bauermann appelle Oscar Muscarella, archéologue à la retraite qui a longtemps travaillé pour le Metropolitan Museum de New York. Monsieur Muscarella, il y a plus de 10 ans, quelqu'un vous a proposé la momie d'une princesse perse. Le vendeur en demandait 11 millions de dollars. Tant que ça. Il m'a envoyé des photos que j'ai étudiées et photocopiées. Bêtement, je lui ai renvoyé ses originaux. Mais j'ai su immédiatement qu'il s'agissait d'une contrefaçon. J'ai donc dans mon bureau la copie d'un billet de 3 dollars. Mais ça n'existe pas. Il n'y a que des billets d'1, 2 ou 5 dollars. En effet. Certaines contrefaçons sont tellement mauvaises que je les appelle des billets de 3 dollars. Elles sautent aux yeux. À votre avis, les faussaires, est-ce que les antiquaires et les directeurs de musées travaillent main dans la main, en réseau? Ma réponse est oui. Ils coopèrent. Mais il faut être honnête. Dans la plupart des cas, pas dans tous, le conservateur et le directeur des musées ignorent qu'ils ont affaire à des contrefaçons. Tous les musées acceptent un jour ou l'autre des contrefaçons de la part de riches donateurs. Je ne veux pas me faire des ennemis, mais c'est arrivé au Metropolitan et dans d'autres établissements. Quand un généreux mécène fait don de sa collection à un musée, le conservateur ne peut pas se permettre de refuser. Est-ce un marché important, une pratique courante? Le cas de la princesse perse est un peu différent, mais bien souvent les objets d'art contrefaits sont fabriqués en Turquie ou en Iran et sortent du pays avec d'autres œuvres qui, elles, sont authentiques.
Ça se passe fréquemment comme ça. Les principaux receleurs sont basés en Suisse, en Allemagne, en France ou au Japon. Ce sont eux qui revendent ces objets. La princesse perse n'a pas suivi cette filière tout simplement parce que le hasard a voulu que la police pakistanaise l'intercepte. Grâce à ces indices, le portrait des coupables se précise. Je me demande ce qu'on va pouvoir apprendre sur le cadavre et l'enquête criminelle plus de 10 ans après. L'affaire se présente mal, car la police pakistanaise refuse de rendre publics les rares documents dont elle dispose. L'enquête, laborieuse, a été menée avec négligence et n'a pas abouti. Pour le policier qui la dirigeait, il s'agissait d'une affaire parmi d'autres. Mais Jennifer Chevardo est troublée par cette jeune femme d'aujourd'hui, momifiée comme il y a des milliers d'années. Aux yeux des Égyptiens de l'Antiquité, le Nil séparait le monde des vivants du royaume des morts. Tous les moyens étaient mis en œuvre pour offrir aux défunts un séjour aussi plaisant que possible dans l'au-delà. Les pyramides construites sous l'Ancien Empire, ou les galeries creusées plus tard dans la vallée des rois, visaient à protéger les morts, et les offrandes devaient assurer leur subsistance. Jennifer Chevardo se rend à Hildesheim, près de Hanovre. Le musée Römer und Peliseus abrite l'une des collections égyptiennes les plus réputées d'Europe. L'historienne souhaite savoir comment étaient réalisées les momifications antiques. Elle compte aussi interroger la directrice, Regine Schulz, sur la façon dont l'établissement réagit aux propositions de contrefaçon. Pour les Égyptiens, l'ici-bas et l'au-delà formaient les deux parties de la création et étaient intimement liés. Le défunt ne pouvait continuer à exister dans l'au-delà que s'il restait quelque chose de lui dans l'ici-bas. C'est la raison pour laquelle ils ont mis au point ces techniques de momification afin de préserver l'apparence du corps, d'éviter qu'il se fripe et lui donner une forme idéale. L'hypothèse d'une princesse perse momifiée vous semble-t-elle crédible ? Ce serait très étonnant. La momification ne faisait pas partie des pratiques habituelles connues de la Perse antique. Y a-t-il des contrefaçons dans ce domaine ? Bien sûr, il existe de fausses momies de toutes les époques d'ailleurs, et notamment de l'Antiquité égyptienne. On recense de très nombreuses contrefaçons de momies au XIXe siècle en particulier. Le démaillotage des momies était une véritable attraction. Le public venait s'extasier devant les amulettes révélées par les bandelettes. On a connaissance de toute une série de faux datant du XIXe siècle et du début du XXe. C'était très à la mode. Chaque musée devait avoir sa momie. Et ceux qui n'en avaient pas en fabriquaient. Voilà donc un bon siècle et demi qu'il existe un marché lucratif de la contrefaçon de momies et tous les grands musées abritent sans doute des faux. Il semble de plus en plus difficile de certifier l'authenticité des pièces, même dans le cas d'œuvres célèbres présentes dans les collections depuis des décennies, voire des siècles. La directrice conduit Jennifer Chevardo dans la réserve du musée. Nous avons ici quelques bons exemples de contrefaçon. Commençons par ce scarabée aux teintes un peu verdâtres. Au XIXe siècle, les objets de l'Égypte antique étaient très en vogue. Il se trouvait donc des gens pour réaliser des copies ou des contrefaçons. Là, ce ne sont pas des copies, ce sont vraiment des contrefaçons. À quoi les reconnaissez-vous ? On le voit tout d'abord à la forme des caractères.
Pour un historien de l'art, c'est également visible aux proportions du scarabée. Il ressemble beaucoup à celui-là, mais il est un peu plus petit. Si vous le prenez délicatement en main, vous verrez qu'il porte une longue inscription. Ça, c'est l'original. Il provient de collections royales. Ce n'est pas une contrefaçon? Non. Certaines contrefaçons peuvent passer inaperçues de très nombreuses années. Cette pièce est passionnante. Prenez-la en main si vous voulez la regarder de plus près. On y voit un faucon portant une double couronne. Il s'agit donc d'Horus, le dieu des rois. Cet objet a été acquis par le musée égyptien du Caire. L'acheteur a supposé qu'il s'agissait d'une statuette authentique. Mais après un examen attentif, nous avons constaté que ses proportions et le tracé du plumage n'étaient pas cohérents. L'analyse du matériau a confirmé nos doutes. Cela fait donc 3 éléments qui ne correspondaient pas. Il s'agit en fait d'une copie datant des années 1950. C'est un petit chef-d'œuvre en soi, une très jolie pièce, mais elle ne date pas de l'Égypte antique. Y a-t-il encore des contrefaçons d'art égyptien sur le marché? Oui. Tous les musées de la planète comptent quelques contrefaçons dans leur collection. Et c'est un marché très dynamique. Michel Bauermann veut justement en savoir plus sur le marché des contrefaçons, son poids financier et la criminalité qui en résulte. En Allemagne, quelques unités policières sont spécialisées dans ce domaine. Au sein de la police du Bade-Wurtemberg, la brigade de répression de la délinquance économique compte ainsi un service spécialisé dans les contrefaçons artistiques. Le commissaire Ernst Schöller a mis fin à la carrière de centaines de faussaires et voleurs d'art. Comparé à d'autres formes de criminalité, comme la drogue ou les demandes de rançon, est-ce que ça représente beaucoup d'argent? Selon certains experts et organisations internationales, les revenus du trafic d'objets d'art occupent la 3e place à l'échelon mondial, après la drogue et les armes. Et je veux bien le croire au vu du prix qu'atteignent certains objets et œuvres d'art, parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. Aussi bien des originaux que des contrefaçons? Pour dire les choses simplement, il est plus facile de fabriquer une contrefaçon qu'un original. Un faux de bonne qualité, réalisé soigneusement, peut rapporter gros. Mais pour convaincre, sur ce marché où circulent des sommes considérables, il faut proposer des pièces irréprochables. Le commissaire constate lui aussi que certains éléments de la momie ont été bâclés. Les caractères cunéiformes sont très anguleux. On dirait qu'ils ont été gravés tout récemment. Peu importe qu'il s'agisse d'une momie ou d'un autre objet d'art, le principe est toujours le même. Au cours de ses enquêtes, Ernst Schöller a confisqué des milliers d'objets d'art contrefaits. Certains sont stockés au dépôt de la police du Bade-Wurtemberg. Les enquêteurs analysent ces contrefaçons pour comprendre le mode opératoire des malfaiteurs. Parmi leurs faits d'armes figure l'arrestation d'un groupe de faussaires de Giacometti. À elle seule, cette tête pourrait se monnayer au moins 120 ou 130 000 euros. On a ici un millier de sculptures, dont certaines mesurent jusqu'à 3 mètres. Ça représente une valeur à la revente de plusieurs centaines de millions d'euros au total. Il y a forcément des fonderies complices.
D'abord, il y a un artisan ou un artiste qui a réalisé le moule en plâtre, puis une fonderie qui a produit la pièce, appliqué un poinçon et une signature. Enfin, l'objet a été transporté à l'étranger. Autrement dit, il y a toujours une très grosse organisation derrière une contrefaçon. Avec un partage des tâches. Différents experts sont nécessaires, sans oublier le receleur. Une tête comme celle-ci est assez facile à vendre, mais pour une statue de 2 mètres de haut, vendue 20, 30 ou 40 millions d'euros, c'est plus compliqué. Dans le cas d'une momie, vu le montant en jeu, il faut faire appel à des spécialistes très pointus et disposer de contacts à l'étranger pour la vendre. La fausse princesse perse a représenté un travail considérable. Il a fallu solliciter un menuisier et un tailleur de pierre pour fabriquer les 2 sarcophages, sans oublier les personnes qui ont confectionné la momie, les transporteurs et les receleurs. Jennifer Chevardo et Michael Bauerman calculent le temps passé et les coûts engagés sur la base des tarifs pratiqués au Pakistan. On commence à avoir une idée précise du calendrier, des faussaires et de leur organisation. En comptabilisant les différentes phases de travail, on arrive à 15 ou 20 complices. Ça fait beaucoup de monde. Mais seul un petit noyau de 5 ou 7 personnes savait sans doute qu'il s'agissait d'une escroquerie. Quelques personnes seulement étaient au courant. Les autres ont participé à l'opération sans savoir au juste ce qui se tramait. Il est intéressant de calculer le temps total qu'il aura fallu pour mener à bien ce projet. Entre 9 et 18 mois. C'est énorme. Exactement. Et les commanditaires ont dû débourser entre 2500 et 7000 euros. Pour une momie qu'ils comptaient monnayer entre 5 et 11 millions d'euros. Ça aurait fait un joli bénéfice. Après les coupables, intéressons-nous au corps. Est-ce que la reconstitution faciale est prête? Je crois. Allons voir. À partir du scanner effectué au Musée national du Pakistan, nos 2 enquêteurs ont fait recréer le visage de la victime en 3D. Le crâne mis à nu constitue la base de ce travail. Un logiciel permet d'y ajouter ensuite les muscles, la peau et les cheveux. Franck Rulli va analyser le résultat et tenter de cerner l'origine de cette femme mystérieuse. Ce qui saute aux yeux, c'est que la base du nez, la racine, est relativement large, alors que le visage est plutôt étroit. Je dirais que sa physionomie correspond à la région où elle a été retrouvée. Mais il faut rester prudent. Il pourrait donc s'agir d'une Pakistanaise. Ses cheveux sombres ont été décolorés, ce qui indique qu'elle vivait sans doute en ville. Voilà donc à quoi elle ressemblait. Si nous voulons savoir ce qui est arrivé à sa dépouille, il faut retourner au Pakistan. Michael Bauerman se fait maintenant une idée assez précise du cercle des trafiquants. Leur organisation criminelle implique de nombreux participants et de gros enjeux économiques. Leur savoir-faire est indéniable, malgré quelques lacunes dans l'exécution. Mais comment fonctionne la filière dans le détail? Est-il facile de trouver au Pakistan des artisans prêts à coopérer sans poser de questions? Le profileur prend cette fois la direction des quartiers de la périphérie de Karachi. Chaque corporation d'artisans a son secteur. Ce bazar fabrique et commercialise exclusivement des objets en bois. Meubles faits à la main, mobilier complet ou pièces uniques de luxe. Beaucoup sont réalisés à l'ancienne
et pourraient sans doute passer pour des antiquités dans les boutiques européennes. Michael Bauermann veut faire réaliser une copie de la divinité Ahura Mazda qui orne le sarcophage de la fausse momie. Connaissez-vous ce personnage? Oui, bien sûr. C'est un motif parsi. La communauté religieuse des Parsis, les Zoroastriens, adorent encore ce dieu aujourd'hui. J'en ai sculpté beaucoup pour des Parsis, peut-être une centaine. Pourriez-vous m'en sculpter une copie en bois? Oui, bien sûr. Les gestes sont les mêmes depuis des millénaires. Une fois l'objet terminé, il ne sera plus possible de deviner s'il s'agit d'une pièce antique ou récente. Seuls les matériaux utilisés trahiront son époque de fabrication. Michael Bauermann emporte la sculpture et se rend à présent au Musée national. Mohammad Chaboukari a quelque chose à lui montrer. La police vient de saisir un chargement de contrebande, comme celui dans lequel figurait la fausse princesse perse en l'an 2000. Cette pièce se trouvait parmi 395 objets sur le point d'être expédiés illégalement en Europe. La police a intercepté un gros camion, un conteneur de 12 mètres de long rempli d'objets d'art. C'est un original? Oui, ce chapiteau avec ses 2 lions. Mais il y avait à la fois des contrefaçons et des originaux. Les escrocs procèdent souvent comme ça. Ils vendent ensuite les faux au prix des originaux. Michael Bauermann veut contacter le service de police responsable de la saisie. Peut-être y a-t-il un lien avec les faussaires de la princesse perse et le réseau auquel ils semblent appartenir. Ce commissariat du centre de Karachi est sous haute protection. Des tireurs d'élite surveillent en permanence l'entrée pour prévenir tout débordement ou attentat. Les fonctionnaires de police résident sur leur lieu de travail. Michael Bauermann a obtenu un rendez-vous avec Ghulam Shabir, qui dirige l'unité qui a effectué l'opération. On nous a signalé que des antiquités allaient sortir du pays frauduleusement et nous avons réussi à repérer le camion avec son énorme conteneur rempli d'objets d'art anciens. C'est à moi qu'on a confié l'enquête. Nous avons appréhendé le conducteur et le propriétaire du camion. Ils ont été libérés sous caution et attendent leur procès. Faut-il travailler en bande ou en réseau pour monter une telle opération? Ces individus jurent que c'est la première fois qu'ils se livrent à cette pratique. Il est très difficile d'atteindre les réseaux qui se cachent derrière les exécutants.
Le fonctionnaire de police semble avoir de bonnes raisons pour ne pas livrer de plus amples informations. Michael Bauermann va donc devoir poursuivre seul son enquête. Il souhaite à présent rencontrer un contrebandier et s'entretenir avec lui. Il n'existe pas de marché intérieur des antiquités de luxe au Pakistan. Dans les bazars de Karachi, les rayonnages sont surtout remplis de bibelots à la façon d'un marché aux puces. Pour rencontrer ceux qui font commerce d'antiquités haut de gamme, originales ou contrefaites, il faut des relations. Un commerçant aiguille Michael Bauermann vers un vendeur spécialisé dans les objets anciens authentiques. Faiz Alpani est fier de ce qu'il fait et considère même qu'il rend service à son pays. Bonjour, je m'appelle Michael. Moi, c'est Pani. Je viens de Quetta, dans la province du Baloutchistan. Le marchand d'art vient justement de la ville de l'ouest du Pakistan où a été découverte la fausse momie perse. On cherche, on creuse le sol. Et on trouve beaucoup d'objets. Il y a des trésors partout. On utilise parfois un détecteur qui sonne pour signaler qu'il y a quelque chose. On regarde alors de quoi il s'agit. On creuse profondément, parfois jusqu'à 10 mètres sous terre. Je peux vous montrer des photos. Vous le vendez combien? 50 000 $. Vous pourriez l'expédier en Allemagne? Sans problème. Vous pourriez? Oui, bien sûr, je peux l'expédier en Allemagne. J'ai encore beaucoup d'autres objets comme ça. S'ils vous plaisent, je peux vous les faire livrer. Vous me donnez votre adresse et je vous les envoie. Vous voyez si ça vous convient et vous me payez. Sinon, vous me les réexpédiez. L'activité de Faiz Alpani est parfaitement illégale. Ces trouvailles appartiennent au patrimoine culturel du Pakistan et sont donc la propriété de l'État. Le jeune homme assure pouvoir se procurer tout objet demandé par son client potentiel et l'expédier frauduleusement en Allemagne. Peut-être avec des contrefaçons. Je risque des problèmes avec la douane en Allemagne? Non, non. J'ai des amis bien placés. Merci beaucoup. Comprenant que Michael Bauermann ne veut pas débourser 50 000 $, Faiz Alpani prend congé. De retour en Allemagne, notre enquêteur rend compte de ce nouveau voyage à Jennifer Chevardo. Ah, tu es revenu. Qu'est-ce que tu rapportes? Il faut des balais. C'est grand. L'Aura Mazda que Michael Bauermann a fait sculpter à Karachi est plus soignée que celle qui figure sur le sarcophage. Elle n'est cependant pas tout à fait conforme au modèle original. La tête est tournée vers la droite au lieu de la gauche. Ce sont les mêmes maladresses que sur le sarcophage. Exactement. C'est l'erreur la plus grossière qui a échappé à l'attention des faussaires. Au Pakistan, j'ai rencontré beaucoup de gens prêts à participer à ce genre de combine. Il est facile de monter une équipe. Le trafic de momies ne semble pas très courant, mais si l'on considère le marché dans son ensemble, il y a beaucoup d'argent qui circule. Quantité d'objets sont expédiés en Occident. Les musées sont complices, mais aussi les vendeurs et les experts évaluateurs. C'est un marché criminel de grande ampleur.
une branche du crime organisé qui fait régulièrement des victimes. La jeune Pakistanaise anonyme ne s'est pas laissée momifier de son plein gré. Et son cas n'est qu'un exemple parmi d'autres. Sur le marché international de l'art, des groupes spécialisés dérobent ou copient à tour de bras des œuvres originales. Il est cependant très rare que les coupables soient identifiés et la plupart ne seront jamais jugés pour leurs actes.